Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des recettes de l'Anthropocène. Comme pour chaque émission, nous allons vous présenter un aliment, décortiquer son histoire, détailler ses particularités. Nous allons également essayer de nous intéresser à ce qui fait que cet aliment est particulièrement intéressant pour nous et pour la période que nous traversons, l'Anthropocène. Sans oublier la recette que nous allons aujourd'hui préparer avec Sophia Correa. Bonjour Sophia. Bonjour Florian. Aujourd'hui, c'est l'épeautre qui va être à l'honneur dans notre cuisine. Cette céréale que les magazines santé n'hésitent pas à qualifier d'aliment miracle. Eh bien, on n'est pas si sûr. C'est dommage, bien qu'elle surfe sur la vague des aliments anciens, rien ne prouve que l'épeautre est la panacée annoncée. Mais ne vous y trompez pas, cette céréale reste intéressante pour sortir du diptyque céréalier blé-riz. D'ailleurs, aujourd'hui, on va vous présenter comment cuisiner l'épeautre avec un risotto d'épeautre aux champignons. Pour cette recette, on va avoir besoin d'épeautre, d'échalotes, de parmesan, de champignons de Paris ou toutes sortes de champignons qu'on peut trouver, ça marche avec des cèpes également, du beurre et du vin rouge. D'ailleurs, on va commencer la recette en allant en cuisine pour commencer à détailler les champignons. Et pendant ce temps-là, Sophia va nous expliquer pourquoi il ne faut pas confondre l'épeautre avec le petit épeautre. Et oui, comme son nom ne l'indique pas, les deux céréales ne sont pas de la même famille. Il y a même 3 plantes que l'on nomme épeautre. Le petit épeautre ou en grain, le moyen épeautre ou amidonnier et le grand épeautre ou épeautre. Et quand on dit épeautre tout court, on fait référence à lui, le grand épeautre. Et la star du jour, c'est lui, le grand épeautre. Pas vraiment en fait. On n'en a pas trouvé en faisant les courses, en sachet. Et donc on s'est rabattu sur du petit épeautre. Donc aujourd'hui on va cuisiner du petit épeautre. En vous parlant de grand épeautre. L'épeautre est une céréale du genre des blés. Aujourd'hui elle est marginale, donc très peu cultivée et consommée, et notamment en France. Mais elle attire de plus en plus l'intérêt de différents acteurs, dont des cultivateurs, des transformateurs comme des meuniers, des boulangers ou des restaurateurs, ainsi que des acteurs de la santé comme des nutritionnistes. Et enfin, des scientifiques. Bien sûr, sans oublier les consommateurs. Ce regain d'intérêt repose d'une part sur la réputation de robustesse de l'épeautre. Cette céréale résisterait à des conditions de culture difficiles et serait parfaitement adaptée à l'agriculture biologique. L'épeautre joue aussi la carte santé, puisqu'il est perçu comme un aliment plus nutritif que le blé, et même parfois comme un aliment miracle. Enfin, le goût de l'épeautre, assez prononcé, est souvent plus apprécié que celui du blé classique. Il rappelle le côté rustique et traditionnel de cette céréale. Donc l'épeautre, enfin le grand épeautre, est plus proche du froment que de ses homonymes. Oui, le grand épeautre est très étroitement apparenté au froment ou blé tendre. Le froment, c'est l'espèce de blé la plus cultivée dans le monde et qui est principalement utilisée dans la fabrication du pain. En fait, quand on parle de blé aujourd'hui, on fait référence quasi uniquement à cette espèce, le froment. Mais en réalité, il existe plein d'autres espèces de blé, beaucoup moins connues. Le grand épeautre en fait partie. Il est tellement proche du froment qu'aujourd'hui, on considère qu'il s'agit de 2 sous-espèces faisant partie de la même espèce. Notamment parce que les 2 céréales ont le même nombre de chromosomes. Donc Sophia, pour que nous comprenions bien, toutes les espèces de la famille des blés n'ont pas le même nombre de chromosomes ? Et non, et c'est bien ce qui différencie les grands types de blé. Certains ont 2 chromosomes, comme l'engrain. D'autres, comme l'amidonnier, en ont 4. Le froment et le grand épeautre en ont 6. Et d'ailleurs, il y a plusieurs variétés de blé. Enfin, il n'y a pas que le froment. Il y a par exemple le blé dur pour faire les pâtes en Italie. Oui, il y a le blé dur qui est utilisé pour la fabrication de pâtes et de semoule, mais aussi de pain, surtout du pain plat au Maghreb. Et aussi le blé poulard, ou encore ce qu'on pourrait appeler les 3 épeautres. L'engrain, l'amidonnier et le grand épeautre. Voici des images de ces différents blés. Ici, l'engrain, l'amidonnier et le blé dur sont représentés avec des barbes, ces espèces de longs filaments qui sortent de l'épi. Ces barbes sont aussi présentes chez certaines variétés d'épeautre et de froment. On remarque aussi que l'épi du blé dur est assez compact par rapport aux autres, et que celui de l'épeautre est long, grand. Et je ne te parle que des espèces cultivées et consommées par l'humain. Il y en a plein d'autres sauvages. Du coup, Sophia, tout ça ne dit pas pourquoi ces 3 variétés s'appellent quand même épeautres. C'est parce qu'elles ont des caractères speltoïdes. Pardon ? Speltoïdes, comme la conservation de cette enveloppe qui protège le grain lors du battage, ou encore le rachis qui se casse. Regarde, voici des grains de grand épeautre
d'amidonnier et d'engrain. Voici les mêmes graines, donc de grand épeautre, d'amidonnier ou moyen épeautre, et de petit épeautre ou en grain, cette fois-ci sans l'enveloppe, donc nu. Je trouve que l'amidonnier et l'engrain se ressemblent, pas toi? Si, ouais, effectivement, mais il y a une petite différence de couleur, non? Oui, l'engrain est un peu plus clair. D'accord. Et d'ailleurs, tu nous as ramené d'autres graines à côté, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, on a des graines de blé tendre ou froment, donc le blé panifiable, enfin le blé essentiellement utilisé pour du pain. Des graines de blé dur, l'espèce qui est surtout utilisée pour faire des pâtes et de la semoule. Et des graines de blé poulard. Les graines de ces trois espèces sont beaucoup plus arrondies que celles des épeautres. Mais ça, on ne peut le voir qu'après le battage. Et oui, impossible d'avoir ces graines avec l'enveloppe, puisqu'elle part toute seule lors du battage. Hop. Pour en revenir au caractère speltoïde, donc surtout la présence de cette enveloppe qui protège le grain malgré le battage, ils n'ont pas la même origine pour le grand épeautre que pour l'engrain et l'amidonnier. Ces caractères sont beaucoup plus primitifs pour l'engrain et l'amidonnier. Cela veut dire que ces caractères sont apparus une première fois chez l'ancêtre de l'amidonnier et de l'engrain, et une deuxième fois, plus tard dans l'histoire de l'évolution des blés, chez l'ancêtre du grand épeautre. D'ailleurs, au niveau des usages, le grand épeautre s'utilise beaucoup plus comme du froment que l'amidonnier et l'engrain. Il est beaucoup plus proche du froment que ses homonymes. D'ailleurs, l'épeautre, le grand épeautre et le froment, ils sont assez proches génétiquement. Donc il y a peu de différence, mais c'est une différence qui est assez marquée quand même. Je me répète, mais une des principales différences entre le grand épeautre ou les épeautres et le froment est la présence, ou plutôt la conservation de cette enveloppe qui protège le grain malgré le battage chez le grand épeautre, alors que chez le froment, elle part toute seule. Ainsi, une étape supplémentaire, donc de décortiquage, est nécessaire pour la préparation de l'épeautre. Oui, donc contrairement au froment, l'épeautre a un rachis cassant. Moi aussi, donc je connais des termes compliqués. Qu'est-ce que c'est qu'un rachis cassant? Rachis cassant, c'est quand la plante elle arrive à maturité, les graines elles se détachent de l'épi et elles tombent par terre. Donc ce qui fait que si on ne récolte pas la plante au terme, donc à bon moment au niveau de la maturité, eh ben on risque de perdre toute la récolte. Alors maintenant que les champignons ont bien fondu, on va les réserver, on va les mettre de côté. Hop, je vais couper le feu. Voilà. Je les réserve dans un saladier. Et on va retourner à la planche à découper pour détailler les échalotes qu'on fera revenir juste après dans du beurre. Juste le temps pour Sophia de nous donner une petite leçon d'histoire céréalière. La domestication du blé a commencé il y a environ 12 000 ans au Proche-Orient. Les deux espèces domestiquées en premier lieu, et donc les plus primitives, sont l'engrain ou petit épeautre et l'amidonnier ou moyen épeautre. En revanche, le scénario de domestication de l'épeautre reste encore très incertain. Aujourd'hui, on croit qu'il y a eu plusieurs croisements entre l'amidonnier et une espèce de blé sauvage dans une région très large qui va de la Turquie à l'ouest de la Chine. Ces multiples croisements auraient conduit à l'apparition des ancêtres du froment et de l'épeautre. En réalité, on ne sait toujours pas si l'épeautre est antérieur ou postérieur au froment. On pense que ces deux espèces sont quasi contemporaines. Dès les années -7500, la culture des différents blés commence à s'étendre en Europe du Sud, en Asie centrale et en Égypte, par plusieurs voies terrestres et maritimes. Par exemple, le blé gagne l'Europe en -8000 via 2 routes. Une première route qui passe par la Grèce et puis longe le nord du bassin méditerranéen. Et une deuxième route qui traverse les Balkans via les vallées du Danube et du Rhin. D'autres courants de dissémination ont aussi lieu. Par exemple, le blé gagne la Russie via la région du Caucase. On a aussi un courant qui traverse l'Asie à partir de -6500 et qui gagne le Japon en -2300. Le blé arrive également en Afrique à partir de -6000 par une voie terrestre
traversant l'Égypte et plusieurs voies maritimes. Enfin, du XVIe au XIXe siècle, des blés européens sont diffusés vers les colonies. Lors de ces diffusions, ce sont des mélanges d'espèces de blé qui voyagent, qui se répandent. Donc en Europe, par exemple, entre moins 8000 et moins 6000, c'est surtout de l'amidonnier qui arrive dans ces mélanges. On retrouve aussi un peu d'engrain et un petit peu de froment. Par contre, on ne sait pas du tout si le grand épeautre était déjà présent dans ces mélanges. En Russie, par contre, ce sont surtout des blés du type 6 paires de chromosomes qui arrivent en premier lieu. Il s'agit essentiellement de froment et de façon un peu plus marginale de grand épeautre. Mais alors attends, si je comprends bien ce que tu m'expliques, l'image ancestrale que l'on a du grand épeautre et qui fait vendre en fait un petit peu, c'est quelque chose qui est un petit peu surfait en réalité, c'est un petit nouveau en termes de domestication comparé à l'engrain et à l'amidonnier. C'est seulement pendant l'âge de bronze qu'il se répand dans le nord de l'Europe et seulement pendant l'âge du fer, entre moins 800 et moins 450, qu'il remplace l'amidonnier en tant que céréale dominante dans certaines régions telles que le sud de l'Allemagne et la Suisse. C'est du XIIe au XIXe siècle que le grand épeautre devient une culture de subsistance très importante dans plusieurs pays d'Europe centrale, dont l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Belgique. Il était notamment utilisé dans l'élaboration de soupes, de bouillies, mais aussi de pâtisseries et de pain. Donc voilà, pendant que les échalotes sont en train de fondre, on va aller goûter l'épeautre qu'on a mis dans de l'eau toute la nuit. Hop, on laisse ça 2 minutes, on prend le saladier. Et la grande question, c'est comment on va réussir à goûter ça? Avec ça, ouais, ça va pas passer au travers? T'as vu les gros trous qu'il y a? Non, je pense que ça va aller. Hein, t'es sûr? Du coup là, les échalotes, elles ont bien réduit, elles ont pas trop doré. On remet un petit peu de beurre. Et comme pour le riz, en fait, quand on fait un risotto, on va mettre l'épeautre dedans. Et on va le laisser un petit peu, on va dire, dorer, 1 ou 2 minutes, dans le beurre, comme ça. Hop, il y en a beaucoup, on met tout. Parfait, hop. Je baisse un petit peu le feu pour que ça brûle. On est pas mal, voilà, il est quand même. Hop, nickel. Bien faire en sorte que tous les grains dorent. En fait, c'est un peu une façon de le torréfier, de le rendre plus tendre ensuite à la cuisson. Hop. On va aller attraper la petite bouteille qui est juste là. Alors du coup, pour cette recette, on a décidé de le faire au vin rouge. On a trouvé une recette qui se fait comme ça. Comme pour un risotto, on peut le faire avec du vin blanc, c'est pareil. Juste le vin rouge, ça change un petit peu, ça donne un goût un peu plus sucré, voilà, c'est original. Mais vous pouvez le faire de la même façon avec du vin blanc. Comme ça. Et là, on va déglacer au vin rouge. Oh, on y va généreusement, il y en a beaucoup. Hop. Donc là, le feu il est bien fort, vous entendez, ça crépite. Ça cuit bien, hop, pardon. Nickel. On attend 2 minutes que le vin réduise. Là, on voit que le vin est en train de réduire, en train d'être absorbé par l'épeautre. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir le faire cuire avec un bouillon qu'on a préparé préalablement, très simple. De l'ail, un navet, une carotte, du thym, du laurier. Donc on l'a laissé un petit peu bouillir un petit moment pour que ça infuse. Hop là. Parfait. On pose ça là. Et voilà, donc là on laisse à chaque fois réduire tranquillement, donc ça va prendre 3-4 minutes. L'eau elle va descendre, une fois qu'il n'y a plus d'eau, qu'on entend que ça crépite bien, hop on en remet et ça comme ça pendant 45 minutes, sans oublier de touiller de temps en temps. Si l'épeautre a été très consommé au XIXe siècle en Europe, aujourd'hui il se fait plutôt rare dans nos assiettes. Et oui, rappelez-vous, on vous a dit tout à l'heure qu'il fallait une étape de décortication supplémentaire par rapport au blé. C'est donc une céréale qui demande un peu de travail. Et ça, comme vous pouvez le deviner, ça ne plaît pas à l'agro-industrie. Elle a préféré se tourner, elle, vers des variétés de blé tendre, ou alors qu'on peut également appeler froment. Depuis la montée de cette agriculture industrielle, de nouvelles variétés de froment ont été sélectionnées selon des critères très précis. On a notamment le rendement, mais uniquement si on apporte des quantités très élevées d'intrants, donc notamment des intrants azotés, mais aussi la petite taille des blés pour éviter qu'ils se couchent lorsqu'il y a trop de vent,
et la facilité de panification, mais uniquement dans un contexte industriel. Un autre critère qui a été pris en compte, c'est l'homogénéité génétique de ces variétés, puisque pour l'agriculture industrielle, c'est extrêmement important d'avoir des variétés standards qui n'évoluent pas au cours du temps, qui sont toujours identiques. Cependant, depuis les années 1980, et dans un contexte de remise en question du modèle agricole industriel, un intérêt pour des céréales plus marginales, notamment pour l'épeautre, renaît. Les variétés traditionnelles deviennent une mine d'or génétique face à l'anthropocène. Le grand épeautre est petit à petit remis en culture et sur le marché, surtout en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Autriche. En Allemagne, par exemple, l'épeautre est cultivé chaque année sur environ 100 000 hectares. J'ai d'ailleurs une petite histoire à raconter, qui expliquerait en partie ce regain d'intérêt pour l'épeautre en Allemagne. Tu connais Saint-Hildegarde et le docteur Herzka, Florian? Ouais, quand on parle d'épeautres, on est obligé de les connaître un petit peu. Est-ce que tu veux que que je vous raconte cette histoire? Bah oui, vas-y. Ok. Alors, Sainte Hildegarde de Bingen, c'est une religieuse catholique allemande qui a vécu au XIIe siècle. Visionnaire depuis son enfance, Dieu lui aurait révélé les secrets de sa création. Il lui aurait notamment révélé les secrets d'une médecine à la portée de tous, basée sur la prévention et sur la consommation de certains aliments, dont l'épeautre. Hildegarde a énuméré 17 qualités de l'épeautre qui en font une céréale unique. Elle dit, je cite, « L'épeautre est la meilleure des céréales. Il a le vertu de réchauffer et d'engraisser, sans donner de mauvaise graisse. Il est très riche et plus tendre que tous les autres grains. L'épeautre assure une bonne chair. Il génère du sang de qualité, confère la gaieté du cœur et la grâce d'une belle humeur. De quelque façon, mode de préparation, qu'on le mange sous une forme ou une autre, comme pain ou comme tel autre mets cuit, l'épeautre est, pour tout dire, excellent et délicat. » Ces écrits d'Hildegarde sont tombés dans l'oubli jusqu'au jour où, dans les années 1950, un docteur allemand, le docteur Herzka, s'y est intéressé. Et donc il a fait tout un travail de traduction de ces écrits qui étaient donc en latin, et il a écrit un livre basé sur les écrits d'Hildegarde qui s'appelle « Voilà comment Dieu guérit ». Vous pouvez vous en douter, l'épeautre y occupe une place de prédilection. Le retour à la culture de l'épeautre a aussi une valeur qui est culturelle, puisqu'il symbolise un retour de certaines traditions, une affection par rapport aux coutumes locales. Le goût de l'épeautre est aujourd'hui de plus en plus apprécié. Fin, il est rustique à la fois, il est souvent préféré à celui du pain blanc quand on l'utilise en farine. Il évoque aussi le côté traditionnel et local des aliments qui a été un peu perdu avec l'industrialisation agricole. Les graines d'épeautre sont plus croquantes que le riz, elles apportent une texture et un goût qui est un petit peu différent. Pour varier son alimentation, donc n'hésitez pas à remplacer le riz ou le blé par de l'épeautre. Et c'est également ce que nous, on a recherché avec le risotto qui est encore en train de cuire derrière. Mais en revanche, comme remède miracle, comme le vendent les magazines, c'est pas encore tout à fait ça. Là, l'épeautre, il a bien cuit, ça fait presque 1 heure qu'il est en train de cuire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les champignons. Hop, comme ça, on va les faire réchauffer un petit peu. Voilà. Ensuite, une belle noix de beurre parce que c'est un gros plat. Le beurre, en fait, avec la graisse, ça va permettre de lier les grains ensemble. On va attendre qu'ils fondent une petite minute. Et puis ensuite, on rajoutera le parmesan. Et donc, pour terminer la recette, on coupe le feu. On ajoute le parmesan. On mélange et puis ensuite, ça va être prêt à servir. Aujourd'hui, recultiver de l'épeautre peut être très intéressant, essentiellement pour augmenter la biodiversité cultivée, ainsi que pour diversifier les régimes alimentaires. Il est d'autant plus intéressant de choisir des variétés d'épeautre adaptées à des méthodes d'agriculture faibles en intrants, aux différents terroirs et aux propriétés nutritionnelles riches. En gros, diversifions les cultures pour la santé des écosystèmes et les régimes pour notre santé à nous. Un petit coup, ça risque de passer de l'autre côté. Je crois qu'il reste un paquet de parmesan, tu peux aller le mettre comme ça.